Donc, on va poursuivre directement avec Serigne Mourtala Mboup, qui a eu quelques soucis avec les trains, mais qui a pu quand même, malgré tout cela, nous rejoindre. Serigne Mourtala Mboup, vous êtes ancien professeur de mathématiques au collège. Vous êtes diplômé de l'École normale supérieure de Dakar. Et vous êtes établi à Genève, en Suisse, depuis 1889. Depuis 1989. C'est beaucoup plus récent, donc on rajoute un siècle. Il est établi depuis 1989, où vous avez suivi un long parcours universitaire. Vous êtes titulaire notamment d'une licence en sciences de l'éducation de l'Université de Genève. Vous avez également occupé un poste d'assistant d'enseignement et de recherche qui correspond à ce qu'on appelle ATER ici en France, un poste d'assistant d'enseignement et de recherche dans la même université. Un poste d'assistant dans la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, ce qui correspond tout particulièrement au thème que vous allez traiter maintenant. Depuis quelque temps, vous vous êtes en quelque sorte reconverti, j'ai envie de dire, en études du développement et en management des politiques, des politiques publiques. Et voilà, vous êtes actuellement spécialiste de ces questions, ainsi que l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'immigration, les Sénégalais d'Italie émigrés et agents de changement social, publié aux éditions L'Harmattan. Et vous intervenez très régulièrement à des conférences que nous organisons ici à Lyon. On est habitué à votre présence. Vous devez intervenir sur le sujet des enjeux du décrochage scolaire dans l'intégration des familles issues de l'immigration. Et la question centrale dans votre intervention est de savoir quel est le rôle avant-gardiste, le rôle d'avant-garde pour les communautés religieuses. Sans tarder, je vais vous passer la parole, Serigne Mourtala Mboup, et vous remercie de votre présence et des efforts que vous avez consacrés pour être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Diop. Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout d'abord, je vous dois des excuses puisque je viens d'un pays où pratiquement les gens ne sont jamais en retard, à Genève. Je suis parti de Genève à 11h30 par train et dès que je suis arrivé à Pardieu, on a pu venir me chercher. Je vous présente donc mes excuses. Je n'ai pas pu avoir un train plus tôt que j'avais voulu. Je présente aussi des excuses à mon frère. Je suis son aîné, on se connaît bien dans le réseau Mouride.
Je ne trouve pas normal de prendre la parole avant lui, mais il a fait preuve de ce que nous appelons teggin à Mouride et il a voulu que son grand frère parle avant lui. Merci beaucoup, Moustapha. Et l'on me permettra aussi de saluer mon frère et ami et maître en la matière universitaire, l'éminent professeur Souleymane Bachir Diagne, que j'ai eu l'honneur d'avoir écouté hier par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et je trouve que son intervention d'hier aurait largement suffi pour tout le week-end. En tout cas, moi, je me suis délecté de l'écouter parler du soufisme. Lorsque Serigne Abdoul Aziz, que je salue aussi et à qui je rends hommage, qui est le concepteur de cette exposition magnifique que nous allons d'ailleurs accueillir à Genève, Inch'Allah, vers la fin du mois de mai, lorsqu'il m'a parlé de sa volonté de me voir faire partie des panélistes. J'avais d'abord l'intention de traiter des mêmes sujets que je traite d'habitude, à savoir des questions relatives au modèle migratoire mouride, à savoir l'œuvre de Serigne Touba. Pas plus tard que dimanche à Paris, j'ai parlé sur invitation de mon ami Seydina Omar Ba sur le vivre ensemble en islam et plus particulièrement dans le soufisme. J'étais donc dans cet univers-là. Mais quand Serigne Aziz m'a dit « Je souhaiterais que tu nous donnes plus de précision et que tu choisisses un axe spécifique pour y centrer ton intervention », je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai décidé de choisir un sujet sur lequel je suis en pleine réflexion. Je ne vous livrerai pas le fruit d'un travail accompli. Je vais me comporter comme un vieil enseignant qui est en train de se débattre dans des problématiques relatives à l'insertion des enfants issus de la migration dans les systèmes éducatifs européens. Je voudrais m'expliquer de cette envie forte que j'ai eue de parler de ce thème alors que je n'ai pas de travail achevé là-dessus. J'interviens régulièrement pour le compte du DIP, la Direction de l'instruction publique, qui est l'équivalent à Genève du ministère de l'Éducation nationale, comme ce qu'ils appellent intervenant extérieur en tant que professeur de mathématiques. Et le hasard a fait qu'il y a 10 jours, j'ai été appelé dans une structure qui s'appelle structure d'accueil pour l'accès au secondaire, où l'on reçoit les enfants qui viennent d'arriver en Suisse, très souvent requérants d'asile, pour leur offrir un enseignement adapté afin qu'ils puissent, en une année ou deux, entrer dans le système normal. Et j'ai eu en face de moi 7 jeunes Afghans, dont une fille. Quand j'ai lu la liste de classe, j'ai ressenti quelque chose de très fort. J'ai vu Adiyatullah comme prénom, Hasibullah comme prénom, Atiqullah comme prénom. Et je les voyais enthousiastes, heureux d'être en Suisse, comme des enfants à qui on a promis un bonheur. Et je me dis, pourvu que ces jeunes-là puissent saisir l'occasion que leur offre la Suisse pour pouvoir se servir de l'école et s'intégrer. Puis en même temps, je me suis posé une question peut-être malsaine. Je me suis dit, pourvu que ce qui se passe dans leur pays n'ait rien laissé au tréfonds de chacun d'entre eux qui pourrait un jour faire regretter aux Suisses leur générosité. Croyez-moi, c'était très fort en moi. Et au-delà de ce cas précis, précis et exceptionnel parce que ça concerne l'Afghanistan, chaque fois que j'interviens dans le système suisse, je me rends compte que dans les filières qui sont considérées comme les filières délaissées,
puisque c'est un Suisse qui a un peu le défaut de sa qualité. C'est un Suisse qui sélectionne de façon très, très prématurée. Dès la fin de l'école primaire, il y a 3 filières déjà au secondaire 1. Et dans l'une des filières, on met les enfants qui ne pourront pas faire de longues études et qui sont destinés à l'apprentissage. Sauf qu'ils ne peuvent accéder à l'apprentissage qu'après leurs 16 ans. Ce qui fait qu'ils sont presque laissés pour compte et ont des comportements très déviants, scolairement parlant. Eh bien, dans ces filières, il y a beaucoup d'enfants issus de la migration. Et tout cela donc me travaille. Il y a des Mohamed, il y a des Babacar, etc. Et je me disais, qu'est-ce que l'islam nous a légué comme héritage en termes de capital culturel? En termes de socle, qui pourrait être converti sous forme de capital culturel tel que Pierre Bourdieu définit ce concept, nous y reviendrons, et qui pourrait aider nos progénitures à saisir cette perche qu'on leur tend, la tête haute, et à pouvoir accéder à la connaissance, à la science. C'est la raison pour laquelle je vous propose de vous livrer quelques éléments de réflexion et d'attendre de vous qu'au moment des débats, nous puissions nous interroger sur ces phénomènes. Je parlerai d'abord dans une première partie de quelques généralités sur l'échec scolaire, tel que sera ressort de quelques données de la recherche. Ensuite, j'emprunterai, peut-être que ça va surprendre certains d'entre vous, à Pierre Bourdieu, son cadre conceptuel pour poser des questions sur la manière dont l'école peut nous aider à mettre nos enfants, je dirais, dans la bonne voie, en tant que communauté religieuse, notamment en tant que daïra. Et puis enfin, je poserai des questions sur ce que je pense être possible comme action collective, toujours dans cette perspective de lutter contre l'échec scolaire. La recherche nous apprend que, statistiquement parlant, l'échec scolaire est fortement présent chez les élèves issus de la migration. Mais rassurez-vous, ce que les politiques en font dans un pays comme la France, où la migration est devenue une sorte de marchandise électorale, où l'on polémique à longueur d'année, ce que ces politiques font de cette problématique est loin, loin de ce que les chercheurs eux-mêmes ont trouvé. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé que ce qui est déterminant, ce n'est pas le statut d'enfant de migrant dans la problématique de l'échec scolaire. Les enfants des migrants n'échouent pas plus que les natifs à classe sociale comparable. Autrement dit, les vraies raisons de l'échec scolaire sont à chercher dans le niveau socio-culturel de la famille de ces enfants. Première chose. Deuxième chose, lorsqu'on fait des études comparatives entre groupes de migrants, on constate des disparités. Par exemple, il y a quelques années, il a été prouvé que les enfants issus de familles d'origine turque réussissaient moins bien que les natifs, mais que les enfants issus du sud-est asiatique réussissaient mieux que les natifs. Ce qui a conduit les chercheurs à affiner leurs travaux pour aller voir un peu qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé?
ils ont trouvé que les véritables raisons de ces disparités sont à chercher dans la situation socio-économique des parents dans leur situation pré-migratoire. Autrement dit, c'est la position sociale des parents dans leur pays en termes de capacité économique, mais surtout en termes d'investissement scolaire, en termes de rapport avec l'école, qui rejaillit dans le parcours scolaire de leurs enfants une fois qu'ils sont dans le pays d'immigration. Donc, voyez-vous, ce que les politiques pensent en réduisant la problématique de l'échec scolaire au statut du migrant est absolument loin de la réalité. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi pas emprunter à Bourdieu quelques notions, quelques concepts pour y voir plus clair. Qu'est-ce qui m'a donné cette idée? C'est que dans les familles dont les enfants ont des parcours scolaires qui échappent au phénomène de l'échec, on trouve des caractéristiques comme le niveau d'études, mais surtout le rapport à l'école, le rapport au savoir. Bref, ces familles fournissent un héritage à leurs enfants sous forme de capital culturel. Or, c'est exactement ce que Bourdieu pense, même si on peut lui reprocher son radicalisme. Bourdieu on lui reproche d'être déterministe. Selon lui, il s'en défend, il s'en est défendu. Selon lui, notre destin serait quasi définitivement déterminé par l'héritage que nous recevons de nos parents. Bien entendu, il affine sa réflexion et croyez-moi, il est très pointu. Je pense que le professeur Souleymane ne me démentira pas. Pour lui, en termes d'héritage, il y a le capital économique, il y a le capital culturel, mais il y a le capital social et le capital symbolique. Le capital symbolique, c'est ce dont bénéficie Serigne Abdoul Aziz Mbacké, puisqu'il vient du nom ou de la situation sociale. Le capital social est expliqué en termes de réseau relationnel. En revanche, le capital économique est évident, il s'agit de biens, de richesses. En revanche, le capital culturel que la famille nous lègue est le capital qui nous permet d'avoir un rapport plus ou moins conflictuel avec l'école moderne. Et Bourdieu est catégorique. L'école moderne reproduit les inégalités sociales parce qu'elle ne valorise en réalité que le capital culturel qui vient des élites. Les enfants des élites bénéficient d'un capital culturel qui fait que ce que l'école enseigne leur est familier, que les valeurs que l'école fait passer leur sont familiers, ce qui leur donne un certain avantage au départ. Évidemment, c'est contradicteur, lui reproche un peu d'aller si loin dans ce déterminisme. Mais moi, ce qui m'intéresse chez lui, c'est de prendre ces concepts et de voir ce que nous pouvons en faire. La notion d'héritage est claire, mais revenons-en au rôle de l'école. Pour Bourdieu, l'école est le bras de l'État par lequel s'opèrent les nouvelles redistributions des positions. Pour lui, l'école est comme une boîte noire qui fait que, au sortir de la sélection, on a l'impression d'avoir une sélection légitime, basée sur le mérite, sur les performances scolaires, mais en réalité, il s'agit d'une sélection qui est légitimée par l'école elle-même, mais qui, sur le fond, repose sur quelque chose de profondément inégalitaire. Autre concept, la notion de stratégie. Et Bourdieu dit, en fait, face à ce phénomène, les familles développent des stratégies scolaires qui leur permettent de remplacer les stratégies matrimoniales d'antan. Il avait travaillé en Kabylie et dans le Béarn, et il avait cru avoir observé que dans la société précapitaliste, les stratégies qui prédominaient étaient matrimoniales
il fallait essayer de bien marier sa fille ou son garçon pour pouvoir lui faire bénéficier du capital matrimonial. Et selon lui, dans la société moderne, l'école prend le dessus sur ces stratégies matrimoniales, ce qui conduit les familles à développer de nouvelles stratégies qu'il qualifie de scolaires. Il va jusqu'à définir la notion d'habitus. L'habitus serait une sorte de paradigme propre à un groupe, à partir duquel le groupe définit une sorte de régulation, une sorte d'héritage presque automatique qui fait que les enfants, les héritiers, reçoivent une façon de voir la vie, une façon d'appréhender les problèmes, etc. Pour lui, et c'est important pour nous, en tout cas dans la réflexion que je vous propose, le capital culturel peut se transmettre sous 3 formes. À l'état qu'il appelle incorporé, à l'état objectivé et à l'état institutionnalisé. Et ce qui nous intéresse ici, c'est surtout l'état incorporé. L'état objectivé se définit en termes de biens, l'état institutionnalisé plutôt en termes de diplôme, mais l'état incorporé se définit en termes d'attitude vis-à-vis du savoir et de l'école. Et il définit le capital social comme suit. C'est l'ensemble des ressources. Et ce capital m'intéresse beaucoup. C'est l'ensemble des ressources actuelles et potentielles qui sont liées à la possession d'un réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées, d'interconnaissance et d'interreconnaissance. Ce capital social peut être converti en un autre, sous une autre forme de capital. Nous y reviendrons quand nous parlerons du rôle des communautés religieuses. Le capital symbolique, je vais sauter là-dessus et je m'arrête un peu sur ce qu'il appelle la notion de bonne volonté culturelle. Selon lui, les classes moyennes se distinguent des classes populaires non pas par leur plus grande facilité à assimiler la culture de l'école, mais par leur plus forte volonté à l'acquérir. Et il définit ainsi une bonne volonté culturelle fondée sur une adhésion totale des valeurs de l'école est ainsi transmise dans les familles de l'élite. Retenons bien cette notion de bonne volonté culturelle. Enfin, quand on essaie d'utiliser ces concepts pour réfléchir sur les enjeux de la migration, sur les enjeux de l'échec scolaire dans les familles migrantes, on découvre quelque chose d'intéressant. Mais permettez-moi d'abord de dire 2 mots sur ces enjeux de façon plus concrète. L'absentéisme et le décrochage scolaire, nous le savons, peuvent se traduire concrètement dans la vie de la société sous forme de problèmes sociaux, sous forme même de problèmes d'ordre, de sécurité publique. Les jeunes qui sont dans ces situations-là peuvent être victimes parce qu'ils peuvent tomber dans la délinquance, ils peuvent tomber aussi dans les bras de toutes sortes de trafiquants. Selon de nombreux travaux, l'échec scolaire peut être aussi dû par le fait que les élèves des milieux populaires constatent un décalage entre le discours et les possibilités qui leur sont offertes. Le noble discours de l'école républicaine qui offre un ascenseur social pour sortir des conditions de sa classe sociale, ce discours-là est souvent démenti par les faits aux yeux de certains des élèves. Et ces élèves incorporent une sorte de stigmate du mauvais élève, ce qui finit par les conduire à avoir des comportements déviants. Donc le comportement déviant résulte du fait que l'élève ne croit pas au discours que donne l'école.
Une petite précision, tous les échecs scolaires ne conduisent pas à la déviance. Il y a même des échecs scolaires qui sont salutaires. Un décrochage scolaire peut conduire l'enfant à aller vers le sport de haut niveau, la musique, l'art, etc. Il arrive bien des fois d'ailleurs que cela se passe dans certaines familles. Donc tout décrochage scolaire ne conduit pas forcément à la déviance. En revanche, les recherches ont montré une corrélation qui a été notée avec toutes les formes de déviance pour une catégorie d'élèves, qui est la catégorie des élèves qui ont arrêté parce qu'ils disent qu'ils n'aiment pas l'école. Ils sont en quelque sorte en divorce avec l'institution elle-même. Alors, que pouvons-nous faire de ces concepts en tant que communauté religieuse? Pour moi, nous devons nous interroger sur la capacité que les associations religieuses, à l'instar des daïras en milieu mouride, ont à prendre conscience de l'existence d'un capital en termes de ressources scripturaires, de sagesse, de prescription, mais également en termes d'expérience historique collective propre à la religion musulmane, par exemple, ou à une autre religion, et qui peut être convertie en héritage culturel, en capital culturel, dans le sens de Bourdieu. Et d'œuvrer, une fois cette prise de conscience effectuée, d'œuvrer par des actions programmatiques en vue de la valorisation de cet héritage comme habitus, pour revenir toujours à ces concepts, que nous pouvons convertir en stratégie scolaire. Voilà la question. Que pouvons-nous faire de notre héritage islamique en termes de stratégie scolaire pour que nos enfants puissent être en harmonie avec l'école et puissent s'en sortir grâce au tremplin qu'il leur offre? Est-ce que nous pouvons convertir le capital social aussi en stratégie scolaire? Est-ce que dans une daïra, par exemple, on peut, au lieu de se cantonner au strictement religieux, on peut offrir des cours de soutien scolaire pour détecter parmi les enfants des membres ceux qui auraient besoin de ce soutien scolaire? Est-ce qu'une daïra ne pourrait pas mettre en œuvre des actions pour sensibiliser les parents sur ces caractéristiques de l'école en tant qu'instance de redistribution des positions sociales? Est-ce que le capital scripturaire qui nous vient des textes sacrés, mais surtout le capital historique de l'islam, est-ce qu'il n'est pas convertible en stratégie scolaire? Pourquoi laisser cet héritage cantonné dans le domaine religieux? Exemple, les injonctions du Coran et du prophète à acquérir le savoir. Le mot Iqra en lui seul suffit. Vous le prononcez aux oreilles d'un musulman, il voit le statut élevé auquel le Coran met l'acquisition du savoir. Iqra. Lorsqu'il a plu à Dieu d'octroyer au fils d'Adam un privilège devant les anges, quel a été le prétexte? C'est le savoir. Dieu a soufflé à Adam un savoir dont ne disposaient pas les anges pour pouvoir justifier le fait qu'il est sacré. L'injonction du prophète, Wallahu bishini, qu'est-ce que ça dit? La Chine symbolise l'éloignement géographique, mais aussi l'éloignement culturel et l'éloignement confessionnel. Est-ce qu'une religion qui donne cette injonction à ses enfants, est-ce qu'il exclut le savoir profane? Je ne le crois pas. Et puis, pour terminer, un enseignement de Serigne Touba que je vais mettre en rapport avec l'histoire de l'islam. Serigne Touba a composé un petit poème dans lequel il donne des conseils à tout débutant dans le domaine de la quête du savoir. Il dit, il faut formuler une forme de résolution. Première intention. Quand vous voulez
vous lancer dans l'acquisition du savoir, Serigne Touba vous propose d'avoir la ferme intention, tenez-vous bien, de sortir de l'ignorance. C'est la première intention, la première résolution. Je vais acquérir le savoir, j'ai la ferme intention, la ferme résolution de sortir de l'ignorance. Mesdames, Messieurs, sortir de l'ignorance en s'abreuvant des connaissances profanes léguées à l'humanité par les Grecs. N'est-ce pas que ce que les savants du 9e, entre le 9e et le 12e siècle de l'islam, n'est-ce pas ce qu'ils ont fait? N'ont-ils pas eu l'intention de sortir du savoir, de sortir de l'ignorance, pardon, pour aller chercher un savoir profane d'une culture étrangère, traduire ce savoir? Et la deuxième résolution que Serigne Touba propose, c'est manfa'at al-khalq, avoir la ferme résolution de servir les créatures. Servir les créatures par la science et ses applications, tout en facilitant à leurs homologues occidentaux un véritable retour aux sources, à leurs sources qu'ils avaient oubliées. N'est-ce pas que c'est ce que les savants musulmans qui ont vécu entre le 9e et le 12e ont fait? Troisième résolution que Serigne Touba propose à son disciple, Ihya al-ilm, faire vivre la science. Parcourir l'épopée de l'islam en Andalousie jusqu'en Inde et voyez ô combien nos savants avaient contribué à faire vivre la science. Aujourd'hui, pour faire vivre la science, on fait des publications, on participe à des colloques, des séminaires, des congrès, et on enseigne. Ne l'ont-ils pas fait abondamment? Dernière résolution que Serigne Touba propose à son disciple, c'est de s'attacher à pratiquer la science qu'on a apprise. Et c'est là que je vais m'arrêter en vous posant une question. Est-ce que ce n'est pas là que le bas a blessé? Qu'est-ce qui nous a pris, nous musulmans, pour que nous ayons perdu ces qualités que ces savants avaient? N'ont-ils pas réussi à convertir leur religiosité en ferme volonté de sortir de l'ignorance? N'ont-ils pas aidé les humains, l'humanité, en faisant passer le message scientifique qui est arrivé jusqu'à nous? N'ont-ils pas servi l'humanité? N'ont-ils pas fait vivre la science? Mais leurs héritiers se sont-ils attachés à garder ces sciences et à les mettre en application? Je ne le crois pas. Je crois que c'est là où le monde islamique a basculé vers toute une autre voie. Et interrogeons-nous sur la puissance scientifique de l'Occident. Qu'est-ce qu'elle a fait? Lorsque les savants musulmans ont permis aux savants occidentaux de renouer avec le patrimoine scientifique grec, depuis lors l'ont-ils lâché une seule fois? Combien de fois entendez-vous parler des ancêtres grecs, des Européens, dans les universités, dans les amphithéâtres, lors des congrès? Depuis qu'ils ont retrouvé ce savoir perdu, grâce au monde musulman, ils ne font que le fructifier, ils ne font que le développer. Pendant que nous nous enfermons dans une sorte de concordisme, on attend que les choses soient découvertes, on se précipite vers le Coran pour dire « Ah, le Coran l'avait dit dans telle sourate ». C'est ce que nous faisons à longueur d'année. Et il me semble que l'école, si nous la comprenons comme Bourdieu l'a comprise, sans aller jusqu'à son extrémisme déterministe, si nous nous posons les bonnes questions sur le capital culturel, le capital social, sur notre capacité à convertir l'héritage en stratégie scolaire, nous pourrons alors permettre à nos enfants de s'en servir comme tremplin et d'accéder au plus haut sommet de la science et du savoir. Je vous remercie de votre attention.
Merci, professeur. Merci pour ce riche message auquel je suis particulièrement sensible, moi qui évolue dans le milieu scolaire et universitaire plus particulièrement. Deux points qui m'ont particulièrement marqué dans cette présentation. Le premier point que vous avez souligné, le fait que les enfants issus de l'immigration n'échouent pas plus que les natifs à classe sociale comparable. Et donc, le point de discrimination à ce niveau serait plutôt dans la comparaison des classes. Vous avez bien raison. J'ai sauté un petit détail, c'est que comment expliquer alors le fait que les statistiques montrent que l'échec scolaire est vraiment présent dans ces familles, c'est qu'ils ont plus de parents issus des classes populaires que les autres. Et c'est là justement qu'il faut faire bouger les choses. Donc, plus enfants d'ouvriers, enfants enfin, en tout cas, enfants de personnes n'ayant pas une position sociale désirable. Effectivement, donc, une discrimination qui s'opère sur la base du critère, en quelque sorte, de la classe sociale, mais que la religion, que l'enseignement religieux a eu pour vocation de dépasser. Je pense que c'est sur les termes, c'est sur ces termes, que vous avez conclu votre propos, et ce qui nous permet tout simplement, nous aussi, de recontextualiser un peu par rapport à quelques points, par rapport à l'enseignement de l'islam en général, rappeler très rapidement que le premier mot qui a été envoyé dans le Coran, c'est « lis », « apprends », « iqra ». Et un retour à cette place centrale, à cette place primordiale de la science dans l'islam serait peut-être un moyen de mieux considérer la nécessité de cette recherche de la science et d'évoluer avec. Mais également, un point que l'on retrouve dans l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba, puisqu'il faut bien souligner que dans la viatique qu'il accorde aux jeunes, aux adolescents, notamment, dès le préambule, ce qu'on retrouve, c'est cette incitation à la recherche du savoir. Et donc, les jeunes, ne vous préoccupez que de la droiture. Comment parvenir à la droiture? Par l'attachement permanent à la recherche du savoir. Donc cette incitation, on la retrouve dans l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba et il est particulièrement présent, elle est particulièrement présente, cette incitation, dans son enseignement. Et je ne pourrais pas, pour finir, résister encore une fois au plaisir d'évoquer un mot que j'ai pu très rapidement souligner hier, un mot de Cheikh Anta Diop qui disait, Cheikh Anta Diop, qui est disciple de Seigne Touba, je prends du plaisir également à le souligner très souvent, qui disait qu'il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de l'effort d'aller la chercher. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe, formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, à formation égale, la vérité triomphe. C'est ce qu'il disait. Ce qui confirme tout simplement l'observation sur le premier point de Seigne Mourtala Mboub. Ce n'est pas la question de l'origine qui pose problème, mais d'une part la question des conditions de formation, mais d'autre part aussi la question de l'incitation à la formation, qui sont autant de points d'achoppement sur lesquels il sera possible d'insister. Sans tarder, nous allons passer au troisième point qui sera présenté par le docteur Moustapha Diop. Moustapha Diop devra intervenir sur le thème des Mourides de France entre dynamique de repli et d'intégration.